Avant l'existence des épiceries modernes, des grandes chaînes de quincaillerie ou des pharmacies que l'on trouve à chaque coin de rue, les familles de pionniers maintenaient leur mode de vie en utilisant des compétences si efficaces et profondément pratiques que les experts en survie d'aujourd'hui les redécouvrent discrètement une par une. Le numéro 7 de cette liste était utilisé par les colons, du Kentucky au Kansas, pour traiter des infections qui vous enverraient aujourd'hui directement dans une clinique de soins d'urgence. Le numéro 14 était si remarquablement efficace que l'armée des États-Unis a mené des études à son sujet pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le numéro 3 est une technique de conservation des aliments qui permettait de garder la viande parfaitement comestible pendant 2 ans sans un seul équipement que vous ne pourriez fabriquer de vos propres mains. Voici la réalité, que personne dans le monde moderne ne veut admettre à voix haute. Ces familles ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient. Elles élevaient leurs enfants, fondaient des communautés entières et menaient des vies pleines et riches de sens sans aucune des infrastructures que nous considérons comme essentielles aujourd'hui. Les connaissances qu'elles possédaient ne sont ni pittoresques ni primitives. Il s'agit d'un système complet et sophistiqué de survie humaine qui a mis 10 000 ans à se perfectionner et moins d'un siècle à être oublié. Une fois que vous aurez vu ce que les familles de pionniers comprenaient réellement, vous ne regarderez plus jamais votre garde-manger, votre jardin ou votre armoire à pharmacie de la même manière. Décomptons les 25 compétences de survie utilisées par les familles de pionniers que plus personne n'enseigne aujourd'hui. Top 25. Lire le paysage pour trouver de l'eau. Avant l'ère des appareils de forage et des canalisations municipales, un colon posant le pied sur une terre vierge et intacte était confronté à une question urgente. Où est l'eau? Les familles de pionniers ont appris à lire le paysage de la même manière que nous lisons les panneaux de signalisation aujourd'hui. Des peupliers poussant dans une vallée sèche indiquaient la présence d'un ruisseau à moins de 10 mètres de la surface. Une entaille, en forme de V sur le flanc d'une colline, suggérait que les eaux de ruissellement saisonnières se concentraient à cet endroit précis. De l'herbe vert vif, apparaissant dans un champ de septembre, par ailleurs brun, signifiait qu'une source cachée se trouvait juste sous la couche arable. Ils observaient où les animaux se rassemblaient à l'aube, où les insectes pullulaient au crépuscule, et où le givre matinal persistait le plus longtemps sur le sol estival. Un lecteur d'eau expérimenté pouvait creuser un puits à la main exactement au bon endroit du premier coup, économisant ainsi des semaines de travail éreintant. Cette compétence spécifique a permis à des colonies entières de rester en vie pendant les années de sécheresse, lorsque les sources d'eau évidentes s'asséchaient. Aujourd'hui, nous appelons un plombier. Les familles de pionniers appelaient simplement cela un mardi. Top 24. Fumer la viande sans fumoir. Un véritable fumoir permanent nécessitait du bois d'œuvre, du temps et une propriété établie. Mais les familles, se déplaçant vers l'ouest, ne pouvaient pas toujours attendre de tels luxes. Le fumage de piste utilisait du bois dur vert coupé en morceaux de la taille d'un poing. Ils utilisaient un simple trépied de perche avec de la toile de jute humide drapée autour de la structure pour retenir la fumée contre les lanières de viande suspendues. Le carrier, le pommier et le cerisier sauvage étaient très prisés pour cela. Le pin était strictement évité, car sa résine laissait un goût amer et chimique qui gâchait la saveur. Des lanières de chevreuil ou de bœuf étaient suspendues à l'intérieur pendant 8 à 12 heures au-dessus d'un feu doux et couvant qui ne dépassait jamais les 120 degrés Fahrenheit. La fumée créait une barrière antimicrobienne sur la surface de la viande, tandis que la chaleur lente extrayait l'humidité de l'intérieur. Correctement exécutée, la viande fumée sur la piste se conservait 3 à 4 semaines à température ambiante, soit assez longtemps pour traverser les grandes plaines. Chaque famille possédait un mélange de bois et un temps de fumage légèrement différent.
Et ces différences n'étaient pas seulement des questions de préférence, c'étaient des secrets de survie transmis entre les familles comme de l'or. Top 23. Fondre le sein doux et en conserver chaque goutte. Un seul porc abattu en novembre pouvait nourrir une famille de pionniers pendant tout l'hiver, mais seulement s'il ne gaspillait absolument rien. La panne trouvée autour des reins allait en premier dans la marmite de fonte. Hachée finement et fondue à feu doux, elle produisait le sein doux le plus clair et le plus pur, aussi pâle que de la crème, et presque sans saveur. Les gratons restants étaient salés et mangés comme en cas. Le sein doux fini était placé dans des pots en céramique, scellés avec une couche de sel sur le dessus, et stocké dans la cave à légumes où il se conservait pendant 1 an sans aucune réfrigération. Ce sein doux était utilisé pour les pâtes à tarte, le pain de maïs, le poulet frit, le savon, les bougies, l'entretien du cuir et l'imperméabilisation des bottes. Un seul animal produisait l'équivalent d'une quincaillerie, d'une pharmacie et d'une armoire à provisions de cuisine en même temps. Nous avons jeté toutes ces connaissances lorsque Crisco est arrivé en 1911 et nous a dit que la graisse végétale transformée était plus propre et plus saine. Après 70 ans de recherche, nous savons maintenant laquelle nous tuait réellement, et ce n'était pas le sein doux. Top 22. Construire une cave à légumes avec des outils manuels. Une cave à légumes servait de réfrigérateur, de congélateur et de garde-manger pour la maison des pionniers, le tout construit à partir de rien d'autre qu'une colline et d'huile de coude. L'emplacement idéal était une pente orientée au nord, qui restait ombragée toute l'année et maintenait une température naturelle entre 32 et 40 degrés Fahrenheit. Les familles creusaient dans le flanc de la colline avec des pioches et des pelles, étayaient les murs avec des pierres des champs ou du bois brut et posaient un épais toit de terre qui servait d'isolation. La porte était orientée au nord pour bloquer la chaleur solaire, et un simple tuyau de ventilation permettait de réguler l'humidité. Correctement réalisée, une cave à légumes gardait les pommes de terre fermes, les pommes croquantes et la viande salée stable d'octobre à avril. Il n'y avait pas d'électricité ni de pièces mobiles, juste une compréhension de la façon dont la terre elle-même gère la température. Les propriétaires terriens modernes dépensent souvent des milliers de dollars dans des unités de stockage à température contrôlée pour obtenir ce que les familles de pionniers accomplissaient avec 2 semaines de creusement. Top 21. Fabriquer de la lessive à partir de cendres de bois. Chaque cheminée de la frontière produisait 2 choses, de la chaleur et la matière première pour le savon. Les cendres de bois dures comme le chêne, le carrier, icori et l'érable étaient conservées dans un tonneau percé d'un trou au fond. L'eau de pluie filtrait à travers les cendres pendant plusieurs jours, s'écoulant sous forme d'eau de lessive, une solution alcaline caustique capable de décaper la graisse d'une poêle en fonte ou de ronger le cuir si on la laissait agir trop longtemps. Bouillie avec de la graisse fondue, selon un dosage précis que les femmes de chaque foyer connaissaient à l'instinct et par expérience, la lessive et le sein doux devenaient du savon. Elles fabriquaient du savon mou pour la lessive et des pains durs pour la peau. Elles testaient la force de la lessive en y faisant flotter un œuf cru. L'œuf ne flottait correctement que lorsque la concentration était exactement la bonne. Toutes les femmes de la frontière connaissaient ce test. C'était une leçon de chimie qui n'a jamais figuré dans aucun programme scolaire officiel. Top 20. Piéger le petit gibier. Une famille de la frontière qui venait à manquer de munitions pour son fusil ne mourait pas de faim. Elle posait des collets. Une simple boucle de crin de cheval tressé ou de fil de fer torsadé, placé le long d'une piste de lapin à la hauteur exacte de la tête de l'animal, ne nécessitait ni appât, ni attente, ni bruit. La compétence consistait à lire la piste, repérer les excréments frais, l'herbe tassée et la légère dépression où la patte d'un lapin frappait le même endroit 100 matins de suite. En plaçant le collet à 2 largeurs de doigts au-dessus de cette dépression,
la boucle attrapait proprement le cou de l'animal. Un piégeur habile pouvait poser 20 pièges en une après-midi et les vérifier en 1 heure à l'aube. Lapins, écureuils, tétras et rats musqués sortaient de ces collets pour aller directement dans la marmite. Pendant les hivers rigoureux où le gros gibier se faisait rare, le piégeage du petit gibier faisait la différence entre manger et avoir faim. Les manuels des scouts l'enseignaient autrefois, puis ils l'ont discrètement retiré. Top 19. Le pouvoir médicinal du plantain. Cette mauvaise herbe à feuilles plates qui pousse dans chaque fissure de chaque trottoir en Amérique est le grand plantain, ou Plantago major. Les familles de la frontière le considéraient comme aussi essentiel que les pansements. Écrasé ou mâché et pressé contre une piqûre d'abeille, une écharde ou une coupure infectée, un cataplasme de plantain retirait l'inflammation des tissus en quelques minutes. Les herboristes d'aujourd'hui l'appellent une herbe aspirante. Le composé actif, l'aucubine, a démontré des propriétés anti-inflammatoires lors d'études modernes en laboratoire. Les femmes de la frontière l'appliquaient sur les furoncles, les plaies infectées et les piqûres d'insectes, avec des résultats suffisamment constants pour que cette compétence soit transmise à chaque enfant dès l'âge de 8 ans. Il fallait savoir quelle feuille chercher. La grande feuille ovale avec des nervures parallèles allant de la tige à la pointe. Il fallait savoir utiliser des feuilles vertes fraîches et non séchées et les écraser jusqu'à ce que le jus en coule. La pharmacie entière poussait dans le fossé au bord de la route et nous passons devant tous les jours sans savoir ce que c'est. Top 18. La médecine fonctionnelle de la nature. Voici ce que l'industrie pharmaceutique a compris et qu'il n'a pas été nécessaire d'enseigner à votre arrière-arrière-grand-mère. La nature produisait des médicaments fonctionnels, bien avant que quiconque ne les emballe. Les familles de la frontière utilisaient l'achillée millefeuille pour arrêter les saignements. Elles utilisaient le sirop de sureau pour raccourcir la durée des fièvres. Elles pansaient les plaies avec du miel cru, car le faible pH du miel et sa teneur en peroxyde d'hydrogène sont véritablement antimicrobiens. Un fait confirmé par des recherches sur le soin des plaies publiées en 2011. Il ne s'agissait pas de superstition, c'étaient des traitements observés, répétés et perfectionnés, qui fonctionnaient suffisamment bien pour maintenir les familles en vie à la lisière de la nature sauvage, sans médecin à moins de 100 miles à la ronde. Nous n'avons pas remplacé ces traitements parce que nous en avons trouvé de meilleurs. Nous les avons remplacés parce que quelqu'un a trouvé le moyen de breveter et de vendre des alternatives. On nous a dit que les anciennes méthodes étaient ignorantes, mais elles n'étaient pas ignorantes. Elles étaient simplement gratuites. Top 17. Sécher les herbes pour la médecine hivernale. Les chevrons des cuisines de la frontière étaient recouverts d'épais bouquets d'herbes qui séchaient tout au long des mois d'août et de septembre. La menthe poivrée était conservée pour les maux d'estomac. La camomille pour la fièvre et le sommeil. La racine d'échinacée pour les maladies respiratoires. Et les feuilles de consoude pour les ecchymoses et les douleurs osseuses. Le moment de la récolte avait une importance précise. Les herbes coupées juste au moment où les fleurs s'ouvraient présentaient la concentration maximale d'huile volatile, les composés qui les rendaient efficaces. Suspendues en petits bouquets, tiges vers le haut, dans un espace sec et bien ventilé, elles séchaient en 2 à 3 semaines et conservaient leur efficacité pendant une année entière. Les femmes de la frontière tenaient des carnets de remèdes manuscrits, répertoriant chaque herbe, chaque méthode de préparation et chaque dosage. Ces carnets comptaient parmi les biens les plus précieux transmis de mère en fille. La plupart d'entre eux dorment actuellement dans des boîtes chez des antiquaires, où l'écriture est encore lisible et les connaissances toujours exactes. Top 16. Conserver les œufs avec du verre soluble. Le verre soluble, une solution de silicate de sodium dissous dans l'eau, était la banque d'œufs des pionniers. Les œufs frais plongés dans un pot en grès rempli de verre soluble et conservés dans une cave fraîche
restait viable jusqu'à 1 an. La solution de silicate scellait les pores naturels de l'œuf contre la pénétration bactérienne, et la température fraîche ralentissait toute détérioration interne. Une famille qui conservait 200 œufs en octobre avait de quoi déjeuner jusqu'en avril, même lorsque les poules cessaient de pondre. La solution ne coûtait que quelques centimes, et les pots étaient réutilisés pendant des décennies. La technique ne nécessitait rien de plus qu'une recette, un récipient et un endroit frais pour le stocker. Les fermes avicoles modernes envoient les œufs excédentaires vers des installations de transformation en liquide lorsque la production dépasse la demande. Une femme de pionnier aurait regardé ce gaspillage avec une sorte d'incrédulité furieuse. Top 15. Fabriquer du vinaigre de cidre de pomme. À partir de restes, rien ne se perdait dans la cuisine des pionniers. Après avoir épluché et évidé les pommes pour une tarte ou du cidre, les peaux et les trognons allaient dans un grand pot en grès avec de l'eau et du sucre. Les levures sauvages présentes sur la peau des pommes commençaient la fermentation en quelques jours, produisant un cidre brut. Laissé plus longtemps et exposé à l'air, l'alcool s'oxydait en acide acétique, créant ainsi du vinaigre de cidre de pomme. Il fallait 8 à 12 semaines pour passer des restes de pommes au vinaigre fini, qui servait ensuite de conservateur alimentaire, de rinçage pour les plaies, de solution de nettoyage, de fixateur de teinture pour tissus et de remède contre les brûlures d'estomac et les douleurs articulaires. Chaque étape utilisait ce qui aurait autrement été jeté. L'ensemble du processus se déroulait tout seul, avec rien de plus que du temps et un linge drapé sur le pot pour empêcher les insectes d'entrer. Aujourd'hui, le vinaigre de cidre de pomme acheté en magasin coûte 4 $ la bouteille. Mais une famille de pionniers fabriquait une réserve d'1 an à partir des parties de pommes qu'elle avait déjà mangées. Top 14. Lire la météo dans la nature. Sans application météo, sans baromètre et sans radio d'information, les familles de pionniers lisaient la météo du lendemain dans le monde qui les entourait, avec une fiabilité que les météorologues modernes trouvent inconfortable d'admettre. Les chenilles oursons avec de larges bandes brunes annonçaient des hivers doux, une sagesse populaire qu'un chercheur du Musée américain d'histoire naturelle a étudiée, trouvant des corrélations avec les modèles météorologiques locaux. D'abondantes chutes de glands prédisaient des hivers rigoureux. Les hirondelles, volant bas avant une tempête, chassaient les insectes qui descendaient avec la chute de pression. Le bétail se couchait dans les champs 2 heures avant la pluie. Les halos autour de la Lune mesuraient la distance des couches nuageuses en approche. Un halo signifiait de la pluie dans les 24 heures, tandis que 2 halos signifiaient 48 heures. Il ne s'agissait pas de superstitions aléatoires, c'étaient des siècles d'observations minutieuses condensées en règles pratiques. Les familles, dont la récolte dépendait de prévisions météorologiques précises, avaient une forte motivation pour ne pas se tromper. Top 13. Creuser un puits à la main. Le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis a étudié les techniques de creusement de puits à la main pendant la Seconde Guerre mondiale, précisément parce qu'ils avaient besoin de comprendre comment les communautés de pionniers avaient obtenu un accès aussi constant aux eaux souterraines sans machine. La réponse était méthodique. Identifier les signes d'eau dans le paysage, creuser avant l'aube, lorsque le sol est le plus frais et que le travail physique est le moins éprouvant, et étayer les parois avec des anneaux de pierres ajustés au fur et à mesure de la descente pour éviter les éboulements. Tester l'eau avec un chiffon propre et le goût de sa propre main. Un puisatier expérimenté savait à l'odeur du sol quand il s'approchait. Les vers de terre poussés vers le haut par la montée de l'humidité, l'argile cédant la place au gravier, et la première humidité froide sur la paroi qui signifiait que la nappe phréatique était à 20 minutes de là. Les puits creusés de cette façon duraient des générations, et certains coulant encore aujourd'hui sur des propriétés qui n'ont pas été touchées par la main de l'homme depuis 100 ans.
Top 12. Allumer un feu sous la pluie. La pluie n'arrête pas un feu de pionnier si l'on sait ce que l'on fait. L'astuce de l'écorce de bouleau était universelle. L'écorce extérieure des bouleaux, fine comme du papier, contient de la bétuline, un composé cireux qui repousse l'eau et brûle même lorsqu'il est trempé. Épluchez l'écorce extérieure et elle s'enflamme à la moindre étincelle. L'amadou était placé à l'intérieur d'un morceau de bois sec fendu, prélevé à l'intérieur d'un tronc tombé au sol, le seul endroit que la pluie n'atteint jamais. La structure en tipi surélevait la flamme du sol mouillé afin que la condensation ne l'éteigne pas avant qu'elle ne prenne. Respirer doucement sur une braise, sans jamais souffler, lui redonnait vie sans disperser les cendres. Les familles de pionniers pouvaient allumer un feu sous une pluie battante plus vite que la plupart des gens d'aujourd'hui ne trouvent le liquide allume-feu. Ce n'était pas de la magie, c'était un savoir pratiqué jusqu'à devenir une mémoire musculaire. C'est là que les survivalistes modernes se trompent systématiquement. Ils achètent des outils, tandis que les familles de pionniers développaient des compétences. Un kit allume-feu à 300 $ échoue lorsqu'il est mouillé, ou que la batterie meurt. Mais le savoir-faire pour trouver de l'amadou sec à l'intérieur d'une bûche trempée n'échoue jamais. Top 11. La conservation de la viande dans le sel. Avant la réfrigération, le sel était à la fois monnaie, remède et survie, le tout compressé dans un cristal blanc. Les familles des pionniers conservaient la viande dans du sel sec en utilisant une technique appelée salaison à sec. Une couche de sel, une couche de viande, puis une autre couche de sel étaient superposées dans un tonneau en bois et stockées dans la cave à légumes. Le sel extrayait l'humidité de la viande par osmose, réduisant l'activité de l'eau à un niveau où la prolifération bactérienne devenait impossible. Un jambon correctement salé se conservait 18 mois sans réfrigération. La poitrine de porc devenait du bacon, le bœuf devenait du bœuf salé, et même le poisson pêché dans les rivières en été était disposé en couches dans des pots en grès avec du sel pour être consommé tout au long de l'hiver. Tout l'art résidait dans le dosage. Trop peu de sel et la viande s'avariait. Trop de sel et elle devenait immangeable. Les femmes de la frontière connaissaient ce dosage de manière intuitive, ressentant la bonne quantité de sel, tout comme un boulanger ressent la bonne quantité de farine. Ce savoir tactile a disparu des foyers américains en une seule génération, avec l'arrivée du réfrigérateur électrique. Top 10. La fabrication de bougies en suif. La graisse de bœuf fondue, appelée suif, était le matériau de premier choix pour la fabrication de bougies à l'époque de la frontière. Elle était disponible à chaque abattage d'un animal et ne coûtait rien d'autre que le travail nécessaire à sa fabrication. Le suif était fondu et clarifié, puis versé dans des moules en fer blanc autour de mèches en coton torsadé, ou trempé à plusieurs reprises selon l'ancienne méthode qui produisait des bougies irrégulières, mais fonctionnelles. Les bougies en suif fumaient plus que celles en cire d'abeille et dégageaient une légère odeur animale en brûlant, mais elles remplissaient leur rôle. Elles étaient fabriquées à partir de matériaux déjà présents dans la cuisine et ne coûtaient à la famille que du temps. Une femme pionnière expérimentée pouvait fabriquer suffisamment de bougies pour éclairer la maison pendant tout un hiver en une seule après-midi de travail. Ce savoir-faire exigeait de savoir comment fondre la graisse proprement, comment torsader une mèche assez fermement pour qu'elle brûle uniformément, et comment réguler la température de coulage pour que la bougie ne se fissure pas en refroidissant. Top 9. Le pistage du gibier par les traces. Un chasseur de la frontière qui attendait de voir l'animal avant de tirer restait sur sa faim. Lire les signes, l'herbe tassée, l'empreinte de sabots fendus, le frottement des bois sur un jeune arbre, ou le tas d'excréments frais indiquant que le cerf était passé dans l'heure, était la compétence qui faisait la différence entre de la venaison sur la table et une promenade vaine dans les bois. Les chasseurs expérimentés connaissaient l'allure d'un cerf en bonne santé par rapport à celle d'un cerf blessé.
pouvait estimer le poids de l'animal d'après la profondeur de son empreinte dans le sol meuble et savait déduire de la direction des feuilles retournées si le cerf se dirigeait vers un point d'eau ou s'en éloignait. Ce savoir prenait des années à s'acquérir et nécessitait plus d'heures passées sur le terrain que la plupart des gens modernes n'en passent à l'extérieur au cours de toute leur vie. Les pères l'enseignaient à leurs fils dès l'âge de 5 ans. C'était considéré comme aussi fondamental que la lecture. Top 8. La fermentation des légumes pour la vitamine C. Le scorbut tuait les marins et les explorateurs de l'Arctique. Mais il ne tuait pas les familles de pionniers qui gardaient un pot de choucroute dans la cave. Le chou fermenté conservait suffisamment de vitamine C pour prévenir la maladie tout au long des hivers les plus sombres. Le processus ne demandait presque aucun effort. Émincer le chou, le tasser dans un pot en grès avec du sel, le presser jusqu'à ce que le propre liquide du légume remonte pour le recouvrir et attendre 2 à 4 semaines pendant que les bactéries lactobacilles sauvages convertissaient les sucres en acide lactique. Cela permettait de conserver le chou tout en produisant des vitamines B. La même technique fonctionnait pour les betteraves, les navets, les carottes et les haricots verts. Une famille de la frontière qui préparait 20 gallons, environ 75 litres, de légumes fermentés en octobre, disposait d'un filet de sécurité nutritionnelle qu'aucune quantité de nourriture séchée ou fumée ne pouvait égaler. Aujourd'hui, chaque supermarché vend des probiotiques en gélules, mais les familles de pionniers en consommaient à chaque repas d'hiver. Top 7. La cabane à source comme réfrigérateur. Une cabane à source, Springhouse, était l'une des pièces d'ingénierie les plus élégantes de l'arsenal des pionniers. Il s'agissait d'une petite structure en pierre construite directement au-dessus d'une source naturelle, suffisamment basse pour que l'eau froide de la source s'écoule par un canal à l'intérieur du bâtiment. Les pots de lait, les moules à beurre et la viande fraîche étaient placés dans le canal où l'eau de source, à une température constante de 50 degrés Fahrenheit, environ 10 degrés, maintenait une température de réfrigérateur tout au long de l'année sans aucun apport d'énergie. Les familles qui possédaient une bonne source sur leur terre construisaient la cabane à source avant même de construire la grange, car la conservation des produits laitiers importait plus que le confort du bétail. Les murs en pierre et le toit en terre battue offraient une isolation supplémentaire. Une cabane à source bien construite pouvait empêcher la crème de tourner pendant 4 jours en plein mois de juillet. C'était le réfrigérateur qui ne coûtait rien à faire fonctionner et qui ne tombait jamais en panne tant que la source coulait. Top 6. Cataplasme de pain contre les infections. Les compétences de cette liste n'ont pas été perdues parce que de meilleures alternatives les ont remplacées. Elles ont été perdues parce que les entreprises avaient des budgets marketing plus importants. Avant les antibiotiques, une plaie infectée signifiait l'amputation ou la mort. Les femmes des frontières utilisaient un cataplasme de pain, du pain trempé dans du lait chaud appliqué directement sur un abcès ou une coupure infectée sous un bandage en tissu, pour attirer l'infection à la surface, où elle pouvait être drainée. La chaleur augmentait le flux sanguin local, l'humidité ramollissait les tissus, et le pain lui-même fournissait un milieu vers lequel l'infection pouvait migrer. Ce n'était pas de la magie. L'action d'attraction des cataplasmes chauds et humides est documentée dans la littérature moderne sur le soin des plaies, comme un véritable processus physique. Une famille qui connaissait cette technique sauvait des membres et des vies qui auraient autrement été perdues. Cette connaissance ne nécessitait rien de plus que du pain, du lait, une bande de tissu et la confiance nécessaire pour l'utiliser. Top 5. Couvrir le feu pour la nuit. En janvier, une cabane de pionniers dépendait du fait que le feu ne s'éteigne pas entre minuit et 6 heures du matin. Couvrir le feu, l'art de maintenir un feu en vie toute la nuit sans l'alimenter constamment, était la compétence qui rendait cela possible. Un lit de braise de bois dur était recouvert de cendres provenant du foyer lui-même, créant une couche isolante
qui retenait la chaleur sans fournir directement d'oxygène aux braises. Fait correctement, les braises rougeoyaient sous cette cendre pendant 8 heures et enflammaient instantanément du bois frais au simple coup de soufflet le matin. Une mauvaise épaisseur de cendre et le feu étouffait. Trop peu et les braises se consumaient avant 3 heures du matin, faisant chuter dangereusement la température de la cabane. Chaque enfant de la frontière savait comment couvrir un feu avant même de perdre ses dents de lait. C'était une compétence de survie au sens le plus littéral du terme. Top 4. Fabriquer de la corde à partir de fibres végétales. Une famille de pionniers qui manquait de corde n'en commandait pas d'autre. Elle la fabriquait. Les tiges d'ortie piquantes, séchées pour enlever le piquant et fendues pour exposer les fibres internes, produisaient un cordage plus solide qu'une corde en coton de diamètre équivalent. La paucine, l'asclépiade, les feuilles de quenouille et l'écorce interne prélevées sur les tilleuls fournissaient tous des fibres utilisables. La méthode d'enroulement inversé, qui consiste à rouler deux groupes distincts de fibres l'un contre l'autre dans des directions opposées afin qu'ils se verrouillent sous la tension, est antérieure à l'histoire écrite et produit une corde qui ne s'effiloche pas sous la charge. Un artisan habile pouvait fabriquer 6 mètres, 20 pieds, de cordage fonctionnel à partir de matériaux récoltés en une après-midi. Cette corde permettait de construire des clôtures, de réparer des harnais, de suspendre du gibier, d'attacher des poteaux et de sortir des chariots de la boue. C'était l'équivalent du ruban adhésif de quincaillerie, disponible dans n'importe quelle haie ou sur n'importe quelle berge. Top 3. Conserver le beurre à long terme. En juillet, le beurre frais durait 3 jours avant de rancir. Le beurre salé et conditionné, pressé fermement dans un pot en grès avec une épaisse couche de sel sur le dessus et stocké dans la cabane de la source ou la cave à légumes, se conservait 6 mois. La compétence résidait dans le travail. Le beurre était baratté à partir de crème, puis lavé à plusieurs reprises à l'eau froide, jusqu'à ce que toute trace de babeur soit éliminée. C'est le babeur laissé dans le beurre qui provoquait sa détérioration. Ensuite, le sel était incorporé de manière uniforme et minutieuse, et le beurre était tassé sans poche d'air dans un pot en céramique vernissée. Couvert et gardé au froid, il ressortait en décembre avec un goût presque aussi frais que le jour de sa fabrication. Les familles de pionniers qui maîtrisaient cette compétence mangeaient bien tout l'hiver, tandis que celles qui ne le faisaient pas apprenaient à leurs dépens que le beurre rance était une expérience misérable. Top 2. La cuisson à l'étouffée dans une fosse pour la conservation. Lorsqu'une famille de pionniers abattait un wapiti ou un grand cerf trop loin de la ferme pour le transporter facilement, elle utilisait la cuisson dans une fosse pour conserver et traiter la viande sur place. Une fosse d'environ 1 mètre de profondeur sur 1,20 m de longueur, 3 pieds sur 4, était tapissée de pierres des champs et chauffée au feu pendant 2 à 3 heures jusqu'à ce que les pierres emmagasinent une chaleur intense. Les pierres étaient balayées et le feu retiré. La viande parée, enveloppée dans de la toile de jute humide ou de grandes feuilles pour retenir la vapeur, était déposée sur les pierres. D'autres pierres chaudes étaient empilées par-dessus. Puis, la fosse était scellée avec de la terre et laissée ainsi pendant 12 à 18 heures. Le résultat était une viande entièrement cuite, tendre et conservée, qui pouvait être transportée en toute sécurité, car le processus de cuisson avait tué les bactéries de surface et la chaleur interne avait chassé suffisamment d'humidité pour prolonger sa stabilité. Cela fonctionne sans aucun équipement qui ne puisse être trouvé dans n'importe quel paysage naturel sur Terre. Top 1. La navigation par les étoiles et les signes naturels. Une famille de pionniers désorientés au milieu de 50 miles de nature sauvage sans boussole devait s'en sortir par elle-même. La navigation céleste était enseignée aux enfants comme une instruction de base. L'étoile polaire se situe au-dessus du nord géographique
et ne bougent jamais. Les cornes du croissant de lune pointent vers le sud dans l'hémisphère nord. Dans la zone tempérée nord, les arbres développent plus de mousse sur leur face nord, là où la lumière du soleil est la plus faible. Les fourmilières sont construites du côté sud des arbres, là où le sol est le plus chaud. Les rivières coulent vers les terres plus basses, ce qui indique généralement la présence d'habitations. Les vents dominants venant de l'ouest signifient que vous vous dirigez vers l'est lorsque vous avez le vent dans le dos. Une personne qui connaissait tous ces signes pouvait s'orienter sans instrument sur des centaines de miles. Ce n'était pas une compétence exceptionnelle. C'était une compétence de base que toute personne considérée comme compétente était censée posséder. Aujourd'hui, les sondages montrent que moins d'un Américain sur 10 peut identifier plus de 3 plantes sauvages comestibles dans sa propre région. Nous ne sommes pas devenus plus intelligents, nous sommes devenus plus dépendants. Et nous avons oublié que ces deux choses ne sont pas identiques. Voici mon défi. Choisissez une compétence de cette liste et passez 30 jours à l'apprendre pour de bon. Apprenez à lire les signes météorologiques dans votre propre jardin, à faire fondre un lot de saindoux ou à trouver du grand plantain dans la fissure d'un trottoir. Ces compétences n'ont pas été perdues parce qu'elles ont cessé de fonctionner. Elles ont été perdues parce que le monde a rendu profitable le fait que vous les oubliez. Maintenant, vous vous en souvenez. Si ces secrets oubliés de la frontière ont changé votre façon de voir le monde qui vous entoure, veuillez vous abonner et aimer cette chaîne. Nous nous consacrons à la découverte de l'histoire et de la sagesse pratique qu'ils ont tenté d'enfouir dans le passé. Il est temps de planter les graines de l'autonomie pour l'avenir. Notre prochaine fouille dans les trésors perdus de la connaissance humaine commencera très bientôt. Soyez prêts.